sommes de retour au Palais de la Méditerranée, ici à Nice, pour ce sommet, ce Nice Climate Summit, avec une question centrale. Jusqu'où sommes-nous prêts pour sauver la Terre? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour sauver la Terre? Parce que, tout simplement, ça fait 2 jours que nous débattons de ce sujet, finalement. Vous le savez, le GIEC, dans son 6e rapport, nous a donné, en fait, l'ampleur de la marche à gravir. Le constat est là. La température globale du globe se réchauffe. La hausse atteindra en 2030 les 1,5 degré. Et ce, dit-il, quel que soit le scénario qu'on va mettre en place. Alors, les préconisations sont claires. Ramener les émissions mondiales nettes de CO2 à 0 et réduire fortement les autres émissions de gaz à effet de serre. Alors, que sommes-nous prêts aujourd'hui à abandonner? Comment est-ce qu'on peut réellement accélérer notre transition pour ralentir finalement le compte à rebours et pour freiner les risques climatiques, à défaut bien sûr de pouvoir les endiguer ou les stopper? On va en débattre dans quelques instants avec nos invités. Isabelle Patrier, directrice France de Total Énergie, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Édouard Reynaud est également avec nous, directeur général de Transdev. Bonjour. André Abreu est également avec nous, directeur des affaires internationales de la Fondation Tara Océan. Philippe Mangeard, président fondateur de Global Climate Initiative. Bonjour. Et Stéphane Lerendu, directeur des grands projets de SNCF Gare et Connexion. Bonjour. Je vais tout de suite me tourner vers vous, Isabelle Patrier, si vous le voulez bien, parce que pour beaucoup de gens, finalement, c'est assez anachronique de vous avoir ici pour réfléchir à ce sujet, parce que Total Énergie égale pétrole, et donc énergie fossile. Je vais vous poser la question peut-être le plus simplement du monde. Est-ce qu'il faut stopper demain les extractions de pétrole? Est-ce que, pour être plus clair, est-ce qu'on doit fermer Total Énergie? Bonjour à tous. Total Énergie, c'est 1% de la production de pétrole et de gaz de la planète, je vous le rappelez. Exxon, Chevron, BP, Shell et Total Énergie, c'est 10%. Ça veut dire qu'on ne résout pas le problème si on ferme Total? Donc on peut disparaître demain, ça ne résoudra pas le problème de la planète. Comment est-ce qu'on fait ensemble pour transformer notre énergie, pour que cette énergie soit bas carbone? Comment est-ce qu'on fait pour être zéro émission nette en 2050? Notre ambition chez Total Énergie, ce qui n'est pas le cas de certains autres acteurs de l'oil and gas, chez Total Énergie, notre ambition, c'est d'être dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable en 2030. 2030, c'est bientôt. Et on a fait un certain nombre de choses pour y arriver. On est déjà dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable aux États-Unis. Alors vous allez me dire, pourquoi aux États-Unis? Parce qu'en fait, en France, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, moi, en France... Attendez, vous n'y arrivez pas, pourquoi? Parce que moi, je peux vous le dire, en France, j'ai des budgets pour développer de l'électricité renouvelable en France, et je ne dépense pas mes budgets. Il y a des équipes ici qui travaillent sur les renouvelables, parce qu'on met 8 ans pour une ferme solaire, 10 ans ou 12 pour une ferme éolienne, plus de 15 pour de l'éolien offshore. Posez-vous la question. Nous, on a changé beaucoup de choses. On s'est énormément transformé pour cette transition énergétique. On a fermé la moitié de nos raffineries françaises. On a arrêté nos vapocraqueurs à Carlin, arrêté le champ de gaz de Lac. On vient de vendre tout notre réseau de stations-service en Europe. Il ne reste plus que la France. On vient, et vous pouvez vous poser la question, pourquoi BP et Total Énergie ont répondu aux enchères, à 12 milliards d'euros d'enchères en Allemagne l'été dernier pour développer de l'éolien offshore. Mais parce qu'en fait, on sait qu'en Allemagne, dans 7 ans, l'éolien offshore allemand l'aura construit, ce qui n'est pas le cas de la France. Alors, c'est pas le cas, pourquoi? On est freiné par quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous dites, on a les projets dans les cartons, c'est fait, c'est dans les tuyaux. Pourquoi est-ce que cette transition, que tout le monde ici appelle de ses voeux, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas la faire à un rythme plus accéléré? Je vais vous dire, on a 1,5 gigawatts de projets renouvelables, éoliens, hydro, solaires, en France, bloqués dans les tuyaux de l'administration et de l'acceptabilité. Parce que quand on dit on veut la transition énergétique, mais il faut la vouloir tous. Donc il faut accepter l'éolien au fond de son jardin, il faut accepter le solaire. Je veux dire, nous, on peut construire le système énergétique de demain, mais il faut qu'on puisse tous collectivement avoir envie de le construire. Je vais vous donner un exemple. En France, en 2018, on consommait 50 millions de mètres cubes de carburant, essence et diesel à la pompe. À fin 2022,
on en consomme 49 millions, c'est-à-dire 1 million de moins. Si on avait, parce qu'on nous dit pourquoi vous continuez à forer, on continue à forer. Justement. Oui, pourquoi on va, alors, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus parce que hier soir, il y avait un débat sur la finance, amis ou ennemis du climat. Eva Sadoun était présente et elle vous a, d'une certaine manière, interpellé. Donc, je vais vous demander de lui répondre. Elle a parlé du projet qui est en cours, qui a du mal d'ailleurs à se mettre en place parce que les ONG en Papouasie-Nouvelle-Guinée freinent beaucoup. Elles sont même venues en France. Projet là-bas de gaz naturel liquéfié. Là, on est sur du fossile. Vous êtes en train de me dire, on fait la transition, on la souhaite, cette transition. Pourquoi est-ce que, dans le même temps, vous continuez ce genre de projet? Alors, je vais vous donner 2 chiffres. L'AIE prévoit une augmentation de 8 millions de barils jour en 2028. Donc, sans continuer à forer et à augmenter les productions, je ne sais pas comment on y arrive. C'est pas moi qui le dis, c'est l'AIE, d'une part. Pourquoi? Parce que la consommation continue d'augmenter. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un champ pétrolier ou un champ gazier, si vous n'investissez pas dedans, il perd 4%, c'est géologique, il perd 4% de sa production par an. Donc si je prends la France 2018 et que je retire 4% par an, c'est pas que 4%, donc c'est 14 jours. En fait, on arrête mi-novembre prochain, tout ce qu'on aura consommé à la pompe à partir de mi-novembre prochain, c'est en trop qu'on n'aurait pas dû utiliser en carburant fossile, qu'on aurait dû préparé en électricité, biogaz, bio-GNV, hydrogène vert. Voilà. Et donc tout le monde dit, vous n'allez pas assez vite, mais c'est vrai, on ne va pas assez vite. Mais moi j'aimerais bien les dépenser, les budgets qu'on a en France. Alors comment on fait justement pour aider Isabelle Patriat à dépenser ses budgets sur les énergies renouvelables? Je vais donner la parole à Philippe Mangeard et puis à vous, André Abreu. Comment est-ce qu'on fait? Et je voudrais vous remercier parce que vous êtes là et certaines organisations ont préféré pratiquer la politique de la chaise vide. Et vous m'avez dit, nous on préfère venir, on préfère discuter, on préfère débattre. Pourquoi c'est important? Oui, merci pour l'invitation. À la Fondation Taha, nous ne croyons pas la transition écologique sans le secteur privé. C'est une chimère. Pour nous, c'est la science, la société civile et le secteur privé qui doivent avancer ensemble. L'ADN de la Fondation est créé par une famille qui a un groupe privé, Agnès B. Donc, la Fondation est financée par un groupe privé et par des partenaires privés depuis sa naissance. Et surtout parce que nous croyons qu'un travail constructif est possible avec des règles vers des objectifs clairs. Par exemple, avec Veolia, on a travaillé sur les microplastiques dans le projet de la station d'épuration du Cap Sissier. On y arrive aujourd'hui, ça a été dit ici, il y a des résultats extraordinaires sur la prise en compte de ces microplastiques qui avant passaient le filet. Dans le Var, le Cap Sissier. Dans le Var, oui. Donc il y a des solutions à portée de vue. Avec une échelle, nous travaillons avec BIC par exemple, et on va réduire la densité de plastique des briquets BIC de moitié en 5 ans. Et ça, c'est 3 millions de briquets de l'usine de Redon par jour. Vous vous rendez compte? Avant, ils utilisaient 17 résines plastiques différentes. On est en train de réduire avec les scientifiques de moitié le nombre de résines pour augmenter la recyclabilité de ces briquets. Donc l'échelle, si on veut avoir de l'échelle de l'impact, il faut aller vraiment avec la société civile, avec des règles, des objectifs clairs, parce que ça aussi c'est important. Et je vais parler après sur les traités internationaux pour l'océan, pour donner un exemple. Mais on n'aura pas d'échelle, ça sera une approche par niche si on ne travaille pas avec les grands groupes, avec les industriels. Pour rebondir justement sur le sujet du pétrole, vous dites que c'est assez facile de savoir finalement qui fait quoi, si on est dans la posture ou si on est réellement dans l'action. Il faut tout simplement regarder ce que font les groupes et où ils vont, où ils préemptent, tout simplement, où ils continuent de forer par exemple. Oui, je pense qu'il y a des choix qui sont douloureux, pour les grands groupes qu'il faut le faire. Ça, c'est un exemple très concret. C'est la mobilisation pour les moratoires sur l'exploitation minière des grands fonds marins. Un dossier où la Fondation Taha est engagée avec des ONG internationales. Nous savons que cette exploitation minière est possible, mais nous savons aussi qu'elle est chère et compliquée et complexe et que l'impact est encore très mal connu. Avec
les choix du moratoire. D'ailleurs, la France, je félicite le gouvernement français pour leur position sur ce dossier, a pris position très fortement. On va laisser les minerais là où ils sont, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ces minerais, parce que ça coûte trop cher, parce que les entreprises vont être soumises à des exigences d'impact environnemental qui vont rendre l'exploitation quasiment pas rentable, si ce n'est à perte. Donc on est sur des choix qu'il faut faire et il faut protéger ce qui nous reste aujourd'hui, l'Antarctique, les grands fonds marins, des grandes régions de l'océan où la productivité est très essentielle. Et des fois, ces choix peuvent être douloureux pour les industriels, mais il faudra les assumer à un moment donné. Oui, c'est ça, c'est ne pas avoir de double discours. Et quand on se pose la question jusqu'où sommes-nous prêts à aller, c'est aussi accepter d'abandonner certaines pratiques qui appartiennent au passé et se tourner vers d'autres possibilités, vers d'autres options. Oui, l'Arctique et l'Antarctique sont un exemple. Donc on a des groupes qui ont fait des choix de continuer les forages en Arctique. Il y a d'autres groupes pétroliers qui ont choisi de se retirer. Donc c'est des choix difficiles, mais il faut le faire surtout avec une science robuste derrière. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que des fois, même pour les aires marines protégées, je vais provoquer, on crée des aires marines protégées autour des régions qui vont bénéficier à des touristes qui vont faire de la plongée. Et c'est pas forcément une aire marine protégée qui va bénéficier les petits pêcheurs du coin. Vous voyez ? Donc c'est des questions, des choix qui doivent être faits, éclairés par une science qui souvent n'arrive pas dans ces processus de conservation, des choix pour la conservation. Philippe Bangeard, est-ce que c'est aussi votre avis ? Vous dites finalement c'est l'affaire de tous et donc aussi des groupes qui aujourd'hui sont montrés du doigt, l'avenir, il faut les engager dans le mouvement et pas les laisser sur le bord du chemin ? Je pense que les groupes sont parfaitement conscients, ils ont des personnes très compétentes pour défendre les sujets qui sont les sujets de deux mots, il faut choisir le moindre. Jusqu'où faut-il aller ? On voit bien l'exemple des énergies renouvelables, jusqu'à interdire l'interdiction de poser des panneaux solaires ou laisser les panneaux solaires s'installer parce que comme ça on détruit quelque part cette source de mal qui sont les émissions de CO2 des énergies classiques. Mon propos en termes de Global Climate Initiative, ça fait 12 ans que j'anime cette plateforme, c'est de passer par l'éducation des collaborateurs des entreprises, que je suis dans le monde privé. Maintenant, je débarque dans les collectivités type Métropole de Nice tout à fait récemment, donc il faut aussi débarquer dans le conscient et la compréhension des collaborateurs des collectivités, et puis au-delà de chacun. Je crois beaucoup à l'effet colibri. Je crois beaucoup au fait qu'à partir du moment où chacun a compris qu'il pouvait apporter sa part sans aller dans l'efficacité immédiate, il était dans la compréhension de comprendre celui qui aurait les moyens d'aller beaucoup plus loin, quand bien même ça serait un peu douloureux pour lui. Le problème, c'est de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation. Tout à l'heure, M. Chemla disait il ne faut pas tout mesurer. Il a raison, mais si on ne mesure pas, on dit des fois des bêtises. Alors justement, on mesure. Qu'est-ce qu'on mesure ? Comment on mesure ? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, mais moi, je décarbone, je fais le job. » Il y en a certains qui utilisent la compensation. Et vous dites « Attention, parce que de temps en temps, on ripolline en vert. » Donc, il ne faut pas dire « Je fais », mais montrer que je fais. Qu'est-ce qu'on a comme instrument, clairement, aujourd'hui ? Et je demanderai après, justement, à Transdev et à SNCF comment ils font pour mesurer. Qu'est-ce qu'on a comme instrument à notre disposition ? Alors, c'est un peu de manière commune. C'est un peu technique et c'était temps que ça soit arrivé. Depuis 2016, il y a une norme ISO 1464 qui permet de faire un reporting complet, scope 1, scope 2, scope 3, tout va très bien. Ça allait bien, mais tout le monde mettait ça de côté puisqu'il n'y avait aucune obligation de reporting comparatif. Depuis 2019, loi de transition énergétique, depuis 2019, ISO 1467, tout ça est très technique. On peut enfin disposer de moyens qui rendent opposable la mesure de l'un par rapport à l'autre. On peut plus raconter. C'est-à-dire qu'on peut comparer aussi. On peut comparer. Ça s'appelle un PCF, que ce soit un produit ou un service, un Product Carbon Footprint. Donc l'idée était, c'est bon, on a tout. Mais ça ne marchait toujours pas. Ça marche depuis le 1er juillet 2022, parce que enfin, le législateur qui s'était complètement fourvoyé en mai 2012 avec sa loi Grenelle 2 qui ne voulait rien dire et qui ne servait à rien, le législateur, 10 ans après, a enfin réagi. Et maintenant, toutes les grandes entreprises sont obligées de mesurer suivant un référentiel précis et démontrer qu'elles ont fait une baisse. Et c'est intéressant parce que ces grandes entreprises, pour 90%, leur empreinte environnementale dépend de leurs sous-traitants de rang 1, de rang 2, rang 3. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui en France, vous avez ballot, 300 000 entreprises qui sont dans l'année qui vient, obligées de prendre conscience qu'il faut mesurer,
parce que sinon elles vont perdre des marchés, mesurer parce que sinon elles vont avoir une assiette fiscale carbone qui va les massacrer, et mesurer sinon elles vont disparaître. Et ça, c'est de l'éducation par le haut, c'est le côté bâton, mais maintenant il faudrait plus penser à carotte, le confort. M. Chemla, pour reparler de lui, disait c'est vrai que c'est beau la mer, c'est beau les paysages, c'est beau les balades en forêt, il faut que tout le monde s'y mette et ne dise pas, bon, de toute façon, que je le fasse ou que je ne le fasse pas, ça ne change pas. Effet colibri avant tout. Stéphane Lerendu, c'est vrai qu'aujourd'hui on mesure, on mesure tout, c'est le cas aussi chez vous, bien sûr, chez SNCF. Comment est-ce qu'on s'empare de ces sujets pour arriver à être plus vertueux, à être sur le bon rail, si j'ose dire, pour essayer de sauver la planète? Nous, le rail, il est clair, il est celui du report modal. L'objectif est clair, la feuille de route est claire, c'est doubler la part modale vers le train, vers le transport décarboné d'ici 2040. Alors cette annonce pouvait apparaître quand le président s'en est emparé pour défendre le plan de 100 milliards comme ambitieux, comme de la science-fiction, mais on voit aujourd'hui que la réalité nous rattrape puisque dans nos gares, on a une augmentation naturelle des flux de 3% par an. C'est la réalité d'aujourd'hui et c'est avec ce métrique qu'on est en train de dimensionner nos futures gares et d'adapter nos gares. Donc toutes les SA du groupe sont au travail sur cette feuille de route et cette trajectoire. Évidemment SNCF Réseau pour mettre en robustesse son réseau, travailler sur le déploiement de la nouvelle signalisation RTMS. TGV également avec le nouveau TGVM qui arrive, et Gares et Connexion qui transforme ces gares, qui les agrandit, qui les désature et qui les connecte à toutes les mobilités urbaines. Donc ça participe justement à sauver la planète, c'est ce que vous dites. En fait, toutes les politiques, toutes les décisions qui sont prises dans le cadre, par exemple, du plan de transition écologique, ça engage les entreprises, ça engage le pays, ça met sur la bonne direction. Ça nous engage puisqu'on voit que les moyens commencent à arriver. On a appris hier effectivement dans le budget de l'État 2024 que 8 milliards étaient consacrés aux mobilités douces, aux mobilités vertes. Donc on rentre dans quelque chose de très concret, dans un plan d'action qui est extrêmement concret. Je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est que ça ne marchera que si l'ensemble des collaborateurs du groupe, de nos sociétés, sont formés et sont absolument mis en responsabilité sur l'ensemble des objectifs. Sur le manifeste de la gare post-carbone que nous avons écrit, qui est une vraie feuille de route, qui a donné naissance depuis 2021 à une méthode de conception de nos gares qui est l'EMC2B, qui embarque tous les items, l'énergie, la matière, le carbone, le climat et la biodiversité. Eh bien, cette méthode est entièrement déclinée dans les référentiels projets de l'ensemble de nos collaborateurs qui sont formés à son utilisation. Et d'ailleurs, on va lancer avec Marlène Dolvec d'ici quelques jours l'école de la maîtrise d'ouvrage, dont l'un des deux piliers, l'un est évidemment le ferroviaire, mais le second pilier est clairement l'engagement RSE et la conception des gares post-carbone. Oui, parce que pour faire ces transitions, et on l'évoquait dès hier, il faut aussi de la ressource humaine, c'est la principale ressource, et donc il faut pouvoir former les personnels, et ça aussi c'est un véritable enjeu. Édouard Hénault, quand on parle évidemment de jusqu'où on peut aller, on regarde les secteurs qui pêchent. On a parlé tout à l'heure du pétrole, il y en a forcément qui se sentent plus concernés que d'autres, le vôtre notamment, le secteur routier c'est 30% de manière générale, bien sûr, des émissions de gaz. Chez Transdev, vous accompagnez justement les collectivités dans cette fameuse transition. La difficulté, c'est quoi? C'est finalement, c'est pas l'objectif, c'est le rythme auquel on y va, c'est la cadence, c'est ça qui va poser problème ou qui pose déjà problème? Il y a une cadence à accélérer, puisque nous, on est derrière les décisions des collectivités. On est là pour les conseiller aussi, les aider à pousser le pas. De manière très concrète, par exemple, il y a 5 ans, on devait avoir 4 véhicules électriques. On a démarré en fait aux Pays-Bas. Et cette expérience nous a permis aujourd'hui d'avoir 3000 véhicules électriques dans le monde. On en aura 5000 en 2025. Donc aujourd'hui, je suis encore un grand client de Total, ce qui est normal. On est dans une phase de transition. Il faut savoir la mettre en œuvre. Je pense que toute la démarche aujourd'hui de planification stratégique et écologique qui est en cours montre que certains types de carburants pourraient être utilisés par certains secteurs et pas par d'autres. Donc il va falloir s'adapter un petit peu en permanence. Donc en clair, si l'offre alternative n'est pas au rendez-vous, on continuera à prendre la voiture. La voiture, ça passe, la réduction d'utilisation de la voiture, aujourd'hui, par exemple en France, passe par une réduction nette et un choc d'offres évident. C'est-à-dire, si on ne met pas un choc d'offres de transport collectif,
on n'y arrivera pas. Donc c'est l'ensemble des modes d'ailleurs, c'est le ferroviaire à partir d'une certaine capacité, parce que c'est nécessaire d'avoir des investissements très lourd et d'être capable de répondre à un besoin de transit de masse, on va dire. Et puis, il y a des nécessités d'avoir des cars express là où il y a un petit peu moins de personnes, mais avec toujours cette volonté de gagner du temps et d'aller plus vite. Et puis, in fine, aussi d'être capable d'utiliser tous les types de mobilité, le vélo, mais qui est dans la forte proximité. Il ne faut pas se tromper, le vélo, c'est 4 à 8 km, pas plus. Aujourd'hui, un Français fait en moyenne 35 km par jour. Donc, certains, aujourd'hui, en périphérie notamment, auront toujours besoin d'utiliser leur voiture. Elles seront peut-être électriques, mais on peut aller plus loin. On l'a dit, le report modal, c'est un des leviers forts. C'est comment on fait monter plus de gens à bord des transports collectifs, parce qu'on apporte de l'offre, on apporte du service de qualité, on apporte de la ponctualité, du cadencement et de la fréquence. Il ne faut pas se poser la question pour prendre un transport collectif. On le voit dans les centres-villes, c'est simple. Quand on est à l'extérieur, il faut être capable d'être en capacité de se dire ça passe tous les quarts d'heure, je vais le prendre et je sais que je vais revenir. Parce que l'intérêt, c'est quand même d'aller et de revenir. Voilà. Si je vous suis bien, depuis le début, on parle des transitions. Alors certaines sont plus avancées que d'autres, mais c'est vraiment ça le cœur du sujet, c'est le rythme auquel on met en place ces transitions. Pour les accélérer, on l'a vu, il y a des mesures, il y a des contraintes. André Abreu, est-ce que ça passe, par exemple, et je sais que vous l'avez utilisé, qu'en tout cas c'est une des clés parfois de la réussite, par le name and shame sur, tiens, par exemple, le sujet des emballages dans la restauration rapide. Dans la loi, il a fallu d'abord qu'on montre du doigt certaines sociétés pour qu'après, elles se mettent en conformité et qu'aujourd'hui, finalement, ce soit accepté par tous. Je voulais faire la différence entre les name and shame et un éclairage avec des informations scientifiques réelles pour engager une transition. Plutôt que les name and shame, on préfère par exemple, comme on a fait pour les CFC, pour la couche d'ozone ou pour l'amiante, qu'on prenne des décisions qui sont des décisions dans le cadre légal, qui vont enclencher une obligatoriété. Et ça, c'est malheureusement le besoin dans certains cas. On voit par exemple pour les pesticides, la difficulté qu'on a dans le monde agricole de trouver un substitut pour les glyphosates par exemple. Donc si on n'interdit pas, on est en train de les réautoriser là, c'est dommage. Si on n'interdit pas, on ralentit la transition écologique. Et si on a une norme qui est claire, qui est robuste, qui est acceptée par tous, ça facilite la transition, ça facilite le planning de toute entreprise sérieuse qui doit se préparer pour la transition sur 20-30 ans. Et donc, je pense qu'il faut le cadre légal. Souvent, j'ai cité l'exemple de l'exploitation minière profonde. Nous sommes persuadés qu'il faut les interdire, ces exploitations minières profondes dans la haute mer, même parce que c'est pas rentable. Mais sans ça, il va encore avoir des entreprises, peut-être pas en France, hein, c'est ça la question aussi. Peut-être ces entreprises de loin qui vont prendre ces marchés-là. Donc, il faut un cadre de droit international pour la haute mer, ça a été cité par M. Calcagno, très important pour faire des aires marines protégées en haute mer. Il faut un cadre légal pour la réduction du plastique, parce qu'on voit avec les débuts des négociations du traité de réduction de plastique à Nairobi, la difficulté d'avancer sur les objectifs de réduction. Bien sûr, tous les pays du BRICS, je suis moi-même brésilien, je sais bien le moment géopolitique important qu'on traverse, tous les pays du BRICS sont en train de se liguer pour faire capoter ces traités en termes de réduction des objectifs de production primaire. La France a une position et l'Europe a une position plutôt pour les traités, mais ces droits internationaux, quand il va être structuré, on pourra aller sur une réduction des plastiques. Sans ça, ça va être beaucoup plus dur. Vous parliez justement des normes, de cet aspect international, du fait que certains pays accélèrent, que d'autres essayent de freiner. Isabelle Patrier, vous m'avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Vous m'avez dit, finalement, nous, en France, on se fixe des objectifs très contraignants. Il y en a d'autres qui en fixent des moins contraignants, mais qui, du coup, vont plus vite. C'est aussi ça, peut-être, la problématique aujourd'hui ?
C'est vrai que la France se fixe des objectifs qu'elle n'atteint pas, l'Union européenne se fixe des objectifs qu'elle n'atteint pas. Et en même temps, c'est donc des il faut pays... être quoi? Il faut être moins ambitieux peut-être? Ah non, il faut être plus ambitieux et il faudrait aller beaucoup plus vite. Moi, j'ai presque envie de dire, j'ai 1,3 gigawatt de produits, de projets bloqués dans les tuyaux. J'ai presque envie de dire, je vais aller les porter à l'Élysée, puis on va les regarder, puis on va accélérer. Chiche. Comment? Non mais je blague. Quand on dit ça, nous, on voudrait plus de simplification, plus d'administration pour instruire. Il faut 14 permis pour une ferme solaire en France. 14 permis, je veux dire. Voilà. Un plan d'épandage quand vous faites de la biométhanisation aux États-Unis, parce que nous, on est dans 130 pays, donc on peut comparer. Un plan d'épandage sorti du biométhaniseur, les Digesta en France, il faut 2 ans. Aux États-Unis, c'est 2 mois. Donc pourquoi on va plus vite ailleurs? Donc pourquoi on est dans le top 5 des producteurs d'électricité renouvelable aux États-Unis depuis l'an dernier et pas en France? Mais parce que ça va beaucoup plus vite ailleurs. Et les États-Unis, ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Les États-Unis, ils disent 2030, vous ne dépassez pas 3 grammes de CO2 à la sortie de vos chaudières, vos véhicules, etc. La France et l'Europe disent ça sera l'électricité, point, et l'hydrogène pour les collectivités. Moi, je viens d'un village qui est dans le sud de la France, je suis catalane. Il a plu 2 fois en 18 mois. Je ne sais pas s'il faut mettre 9 kilos d'eau pour faire 1 kilo d'hydrogène dans le sud de la France. C'est un autre sujet. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fixe pas des limites, mais qu'on incite? Il faut inciter les gens. Il faut que cette transition, elle soit partagée, elle soit collective. Et si on ne s'y met pas tous, moi j'en ai marre des gens qui sont contre. Moi, j'aimerais bien avoir des gens qui sont pour. Moi, j'aimerais bien avoir des gens qui sont pour la ferme solaire parce que je vais décarboner ma mobilité, je vais décarboner je suis pour la biométhaniseur parce que je vais décarboner le gaz de ma chaudière. Je suis pas contre ma chaudière gaz, je suis pas contre mon véhicule. Je suis contre ce qu'il émet et l'impact CO2 qu'il a sur la planète. C'est ça. Alors justement, cet impact, c'est important qu'on en parle. C'est important qu'on en parle. On parlait tout à l'heure des outils, Philippe Mangeard, sur le poids carbone de ce que j'achète, par exemple. Vous avez évoqué les normes ISO. Est-ce qu'il faut pousser plus loin pour que demain, on connaisse, par exemple, le poids carbone d'un achat ou d'un service pour décarboner, et vous allez voir où je veux en venir, pour décarboner les achats? Parce que c'est aussi ça, une grosse partie de la problématique. Ça, c'est le vrai enjeu. Dans 2-3 jours, le 1er octobre, se met en place, à titre expérimental, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est excellent, parce que ça va permettre, quand on importe un produit, de payer le surcoût carbone, si surcoût il y a. Alors cette notion-là est intéressante. Si surcoût il y a. L'autre jour, j'étais avec des industriels marocains. Ils sont très contents du mécanisme de carbone aux frontières, parce qu'ils font beaucoup d'efforts sur l'énergie verte, sur le transport, sur l'emballage. Ils sont vraiment bien, les Marocains. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs aussi de temps en temps. Et donc, ils sont embêtés par les Chinois, parce que les Chinois font beaucoup moins cher. Donc, les exportations que les Marocains pourraient faire sur l'Europe sont bloquées par les prix chinois. Grâce au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ils se disent, tiens, on va battre les Chinois. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'à la fois, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières va permettre aux industriels, distributeurs européens de prendre conscience, au-delà du prix et du délai, du poids carbone qu'il y a effectivement dans certains produits. Ce n'est pas différenciant le prix d'un t-shirt par le transport maritime de Chine. Ce qui peut être différenciant, c'est le poids carbone du t-shirt, eu égard au fait qu'il est dans un pays où il y a 42 fois plus d'émissions au kilowatt, qu'il y a du transport, etc. Donc je pense que le mécanisme carbone, il est très intéressant parce qu'il va éduquer par l'assiette fiscale toute la chaîne de valeur jusqu'à la TPE. Et le deuxième truc intéressant, c'est que le fond de la loi fiscale, c'est pas de faire du protectionnisme, c'est d'apprendre à l'ensemble des pays du monde que eux aussi ont intérêt à faire des efforts, se mettre à rang d'égalité avec nous, pour pouvoir importer en Europe, qui est quand même la première puissance économique du monde. Donc on est en train, nous les Européens, de faire un énorme effort pédagogique par le bâton fiscal qui va payer très vite. Stéphane Lerendu, je vais vous faire réagir à ce que vient de dire Philippe Mangeard, parce que c'est demain, finalement, et cette question des achats, cette question de la décarbonation des achats, elle est centrale. Elle va nous impacter beaucoup plus vite que ce qu'on peut l'imaginer. Oui, absolument. Bon, j'ai parlé de la méthode EMC2B tout à l'heure pour la conception des gares et de la gare post-carbone, mais c'est essentiel. Alors nous, notre méthode de mesure de l'impact
de l'impact carbone de construction d'une gare. Elle répond à des métriques très précis. Hein. Et notre objectif dans la conception d'une gare est donc forcément sur l'aspect matériaux et mode constructif est très importante. Et notre ambition, c'est de la réduire au maximum. Aujourd'hui, pour donner un exemple, et on travaille beaucoup, on parlera peut-être du laboratoire niçois de notre gare, mais l'objectif, c'est de concevoir une gare dont la neutralité carbone est obtenue dans un circuit de temps et dans un temps très court, aux alentours de 7 ans. Hein, mais parlez-en justement de ce laboratoire. Je sais qu'on ne va pas tout dévoiler. On ne va pas tout dévoiler. Mais parce que c'est important, c'est montrer aussi qu'il y a des choses qui sont engagées, qui commencent à se faire et qui sont le fruit d'une réelle transformation. Alors effectivement, la transformation des gares a commencé depuis 2021, puisque nous avons transformé 21 gares en pôles d'échange multimodaux depuis 2021, entre 2021 et 2023. Et là, nous travaillons sur impulsion à la fois de tous les financeurs de la ligne Provence-Côte d'Azur et sous l'impulsion très forte de la métropole Nice-Côte d'Azur sur la gare de demain. Et Nice en est un laboratoire. Hein, la future gare de Nice Aéroport qui ouvrira en 2028 est un concentré de la gare post-carbone et de la première gare bioclimatique en Europe. Voilà, elle sera dévoilée mutuellement avec Christian Estrosi, Jean-Pierre Farandou et Marlène Dolvec dans quelques semaines, mais on y est, nous sommes au travail. 2025, hein, c'est ça le démarrage ? Démarrage 2025, dont les études sont en cours et s'accélèrent considérablement. Pour revenir, Édouard Reynaud, sur ce que disait Philippe Mangeard, on parlait de la réglementation, des obligations, du reporting aussi. Je crois que vous avez, vous, de votre côté, essayé d'agir auprès des collectivités pour les commandes publiques. Je voudrais que vous en disiez un mot parce que c'est important, parce que c'est aussi un changement de paradigme finalement qui est en train de s'opérer. Vous voulez, et ça revient à finalement la discussion qu'on avait à l'instant, vous voulez que les critères vertueux soient davantage pris en compte, qu'on ne regarde pas seulement le mieux disant ou le moins disant, mais qu'on étudie les dossiers d'une autre façon. Oui, tout à fait. C'est une recommandation qu'on a pu faire dans le cadre du forum RSE de Giverny avec d'autres entreprises, évidemment. C'est de pousser une démarche qui, finalement, ne prend pas en compte que le critère financier, mais bien que les critères extra-financiers soient pris en compte et même pouvant être considérés comme les critères majeurs. Parce qu'en fait, on le voit bien, quand on évalue un projet aujourd'hui, on va l'évaluer sous sa dimension empreinte carbone, et je rajouterais protection du bien commun. Le bien commun, il y en a un qui est assez rare aujourd'hui, c'est l'argent public. Et donc, comment finalement on pousse l'efficacité des investissements. Et vous parliez de l'évaluation des Scope 3, etc. Aujourd'hui, c'est compliqué pour un fabricant, ne serait-ce que d'un bus ou d'un autocar, de faire le TCO, donc l'empreinte complète de son véhicule et sur la fabrication et sur le sujet. Donc on travaille là-dessus. On a fait un premier pilote complet l'année dernière. On est en train de passer tout le Scope 3 pour la France de Transdev cette année. Et je rajouterais qu'on a une dimension achat inclusif aussi, puisqu'on fait partie du collectif des entreprises les plus inclusives. On est ensemble avec Isabelle sur le sujet et Patrick Pouyanné, mais également avec plein d'autres entreprises. On est 39 entreprises en France. Et la démarche, c'est de regarder les achats inclusifs. Aujourd'hui, 8% des achats de Transdev sont faits de manière inclusive. Voilà, donc on mesure. On mesure et on va un peu plus loin. Depuis 2018, on a évidemment la DPEF, donc la déclaration extra-financière au niveau du groupe. Et puis il y a les critères ESG aujourd'hui. Au CSRD. Et on a toute une démarche de ESG, et en tout cas de RSE. Et je reviens sur la nécessaire obligation de former. Il faut continuer à former nos équipes. Par exemple, nous, on le fait avec les shifters. On a un plan de formation très large avec les shifters. Et également, on forme nos équipes à de l'éco-conduite, à finalement mieux travailler et différemment, à la capacité aussi à entretenir ces nouveaux matériels qui sont l'électricité. On a encore du biogaz et on aura du biogaz in fine au fil du temps, ça va se réduire, mais on sera vers l'électrique, on sera
vers une partie d'hydrogène là où il y a déjà finalement des stations hydrogène. On ne va peut-être pas construire des stations hydrogène partout, en tout cas pour les transports collectifs et les transports publics. Et on a évidemment, ici par exemple, c'est un très bon exemple. En fait, on parlait de la nouvelle gare. Moi, je suis fan parce qu'au 1er juillet 2025, nous, on va entrer avec le nouveau train de la région, le TER qui va faire Marseille-Nice. On va évidemment offrir 2 fois plus de cadence et de fréquence qu'avec des trains neufs électriques. Donc on continue à sourcer les fournisseurs d'énergie renouvelable pour la traction électrique de ces trains dans une logique de confort, dans une logique de cadence, dans une logique de service de qualité renforcée. Et je crois que c'est aussi ça qui continue à renforcer l'attractivité des métropoles. Et évidemment, sur 3 métropoles de taille de la région sud, je crois que c'est un enjeu important. Nous y travaillons énormément pour être au rendez-vous de cette première ouverture à la concurrence. Il nous reste peu de temps et je voudrais, j'avais encore évidemment plein de questions à vous poser, mais je voudrais qu'en quelques secondes, chacun d'entre vous prenne le temps de nous dire jusqu'où il est prêt à s'engager pour sauver la planète. S'il n'avait qu'une action à faire ou qu'un point à défendre, ce serait lequel? Je vais commencer par vous, tiens, Stéphane Le Rendu, vous me regardez. Je dirais 2 choses nous concernant. Alors d'abord, ce qui est essentiel, si on veut rentrer dans le concret, je rejoins tout ce qui a été dit en synthèse, c'est la simplification des procédures. Il faut adapter nos structures réglementaires, enfin législatives, réglementaires, d'instruction, si on veut accélérer, si on veut y arriver. On parle souvent du problème d'argent, du problème de moyens, du problème de la longueur des études et de la mise en œuvre des travaux, mais les instructions administratives nous prennent beaucoup trop de temps pour déployer. Aller plus loin nous concernant, c'est produire de l'énergie aussi. On n'a pas parlé, mais Jean-Pierre Farandou a annoncé juste avant l'été la création d'une filiale de production d'énergie SNCF renouvelable. Pour nous, c'est aussi le moyen, au-delà du transport, d'aller plus loin. Aujourd'hui, ce n'est pas notre métier de produire de l'énergie. Eh bien, on va essayer d'utiliser cette opportunité d'être propriétaire, enfin affectataire du domaine public de l'État sur 12 millions de mètres carrés, sur 100 000 hectares, pour produire de l'énergie et aussi apporter une pierre à l'édifice qui, intrinsèquement, n'était pas dans notre objet social et dans notre métier. Ouais, transformation des métiers. Donc, aussi pour vous. Philippe Mangeard. Allez, en 30 secondes. Oui, j'adhère sur ce qu'il vient de dire, la simplification réglementaire. On voit bien les souffrances de madame. Moi, je dirais un seul mot. Il faudrait que dans le comportement des entrepreneurs, des collectivités, apparaisse une petite lumière qui s'appelle la discrimination carbone positive. Si chacun faisait le tri devant sa porte de ce qu'il achète, eh bien, tout le monde serait dans ce qu'on appelle une compétitivité carbone gagnante pour le système, préservation des ressources. Donc la fiscalité est l'arme absolue pour faire payer les mauvais élèves à vocation de financer les bons élèves. Alors, mauvais élève ou bon élève, Isabelle Patrier, qu'est-ce que vous feriez? Une action chez Total Energy pour sauver la planète? J'ai juste envie de dire, Français, réveillez-vous. Aidez-moi à dépenser mon budget en France pour développer mon électricité bas carbone. Aidez-moi à devenir l'électricien majeur de l'Europe en 2030. Transformation donc, aussi du métier. Hein. Voilà, et je peux vous dire que nous, en ce moment, chez Total Energy, comme on a l'ambition d'être devenir un électricien, on parlait mètres cubes, barils et 4 tonnes. Là, on est en train de former 100 000 personnes sur les 130 pays dans la planète pour parler gigawattheure, mégawatts, électricité. C'est quand même un nouveau métier pour nous, hein, je peux vous dire, en transformation. Donc oui, il faut former, on a beaucoup parlé de formation là, mais c'est hyper important, de sensibiliser les gens pour bien leur comprendre quel est leur impact, 2, de les former à ce que seront les métiers de demain et l'électricité sera l'énergie de demain, majeure, et 3, oui, effectivement, accélérer, mais s'accélérer soi-même, se demander quelle est son empreinte, donc faire le bilan, compter et voir si on y est. Une action, Édouard Reynaud, pour sauver la planète, ou un engagement? Un engagement. Alors, nous, on a la chance d'être dans 19 pays, on est 100 000 collaborateurs, et je pense qu'on agit aussi mondialement, parce qu'il ne faut pas se tromper, on ne va pas faire que des actions dans un seul pays, on doit le faire partout. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, mobiliser les 100 000 collaborateurs de Transdev, de la conductrice au conducteur jusqu'au board, pour agir, pour sauver la planète. Le mot de la fin est pour vous, André Abreu. Vous nous avez beaucoup parlé d'international. Ouvrir les yeux sur ce qui se fait ailleurs, c'est important.
qu'est-ce qu'il faudrait faire de manière collective? Je dirais, en parlant aussi avec ma casquette de Brésilien, qu'il faut regarder la réalité des pays du Sud quand on prend des décisions difficiles. Je donne un exemple. L'Amazonie, un endroit où j'ai beaucoup travaillé, tous les peuples indiens dépendent du moteur aujourd'hui pour se déplacer, du moteur à fuel. Interdire ce moteur ou les mettre en porte-à-faux, ce serait pénaliser les plus fragiles, parce que c'est comme ça, ils ont pas de voiture, ils se déplacent en bateau, et la rame, c'est resté un peu derrière. Donc ils ont besoin de leur moteur. Donc il faut vraiment regarder les défis qu'on a aujourd'hui, aussi du point de vue des grands pays du Sud, où les réalités pour changer les pratiques sont très différentes d'ici, même pour les entreprises. Changer les pratiques face à des taux de pauvreté très élevés demande vraiment un regard qui intègre la question des inégalités de façon permanente à côté des enjeux de carbone, de décarbonisation et des transitions dans les matériaux. Prendre en compte la vie quotidienne des gens, s'adapter finalement à ce qui se fait dans les pays du sur-mesure. Et je profite, parce que j'ai le mot de la fin, pour féliciter la ville de Nice d'accueillir la conférence sur les océans de 2025. C'est une conférence très importante, les amis. C'est la première fois que l'ONU met en place une conférence globale sur l'océan. Et j'ai été à New York en 2017, j'étais à Lisbonne en 2021, et c'est vraiment un privilège pour la ville de Nice d'accueillir cette conférence. Toute la communauté océan va venir. C'est vraiment, on est déjà mobilisés, et la Golette Taha sera ici à Nice pour ce rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. Je vais laisser la parole à Jean-Christophe Tortora, puisque maintenant, place aux maires. C'est la tribune internationale des maires qui vous attend.